Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui le chapitre 3 sur les diabètes, des anomalies de régulation de la glycémie. Ce chapitre fait suite au chapitre 2 où on a étudié effectivement comment était régulée la glycémie. Or, en cas de diabète, la glycémie apparaît comme régulée de façon anormale. Nous allons essayer de comprendre pourquoi. Selon l'OMS, en 2014, on avait 422 millions de diabétiques dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes à 463 millions, donc ce sont des chiffres en constante augmentation. En Europe, on a environ 60 millions de diabétiques et un peu plus de 5 millions de personnes concernées en France. Il y a surtout donc augmentation du diabète de type 2. Ce diabète de type 2 est dû au surpoids lié à la sédentarité et à la mauvaise alimentation. Aux États-Unis, on estime que plus d'un tiers des Américains sont diabétiques ou prédiabétiques. Alors pourquoi est-il ennuyeux de voir cette épidémie se développer? Tout simplement parce que le diabète peut, s'il n'est pas traité convenablement, entraîner des complications. Effectivement, sur l'écran, on vous montre par exemple que ce diabète, s'il n'est pas traité, peut multiplier par 8 le risque d'amputation. C'est la première cause d'amputation hors accident. Il peut multiplier le risque d'infarctus, d'AVC. Il multiplie donc le risque de dialyse pour insuffisance rénale et c'est la première cause de cécité chez l'adulte. Donc au vu de tout ceci, on peut comprendre pourquoi il est utile de comprendre ce qui peut déclencher un diabète et ensuite comment peut-on traiter le diabète pour éviter donc ces complications. Nous allons déjà expliquer comment on peut savoir si l'on est atteint de diabète. Pour cela, il faut pratiquer un dosage de la glycémie en laboratoire, autrement dit faire une prise de sang, pour que l'on mesure ensuite le taux de sucre dans le sang. Le diabète est avéré si la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 1,26 g par litre à deux moments de la journée, ou bien si elle est supérieure à 2 g par litre à n'importe quel moment de la journée. Il existe principalement deux types de diabète. Le diabète de type 1, qu'on étudiera en premier, qui concerne 10% des diabétiques. Le diabète de type 2, qui concerne 85% des diabétiques. Et enfin, il reste 5% pour les autres types, que l'on verra donc simplement en conclusion. Pour comprendre l'origine de ces deux types de diabète, vous avez ici un petit tableau avec différentes expériences. Dans le lot témoin, résultat témoin, on injecte donc à un individu du glucose ou bien on lui fait consommer du glucose durant un repas, à une dose bien définie. Ensuite, on regarde chez le témoin s'il y a sécrétion d'insuline. Effectivement, chez le témoin, suite à l'injection de glucose, l'organisme sécrète de l'insuline. Et comme on l'a vu dans le chapitre précédent, l'insuline est sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans, qui sont des cellules qui détectent les variations de la glycémie. Comme l'insuline est sécrétée par ces cellules bêta, la glycémie diminue. Et donc, que devient le sucre? On l'a vu dans le chapitre précédent, il sera stocké par les cellules musculaires, les hépatocytes et les adipocytes. Chez le sujet A, comme chez le témoin, on injecte du glucose ou bien il consomme du glucose durant un repas. Or, on constate ici qu'il ne sécrète pas d'insuline par ces îlots Langerhans. Donc, s'il ne sécrète pas d'insuline, la glycémie n'a pas diminué. Par contre, si on lui injecte de l'insuline, la glycémie diminue. Donc, son problème est dû à une non-sécrétion d'insuline. Et dans ce cas, eh bien, on dira que le sujet est atteint du diabète de type 1. Le sujet B, suite à l'injection de glucose, on s'aperçoit qu'il sécrète de l'insuline, comme le sujet témoin. Mais la glycémie ne diminue pas. Donc,
les cellules bêta du pancréas sécrètent l'insuline, mais cette insuline n'a pas d'effet. Elle semble inefficace. Et on verra plus tard dans le cours que dans ce cas-là, on parlera de diabète de type 2. Voyons dans un premier temps donc le diabète de type 1, origine et déclenchement. Pour étudier le diabète de type 1, quand nous le reverrons, vous observerez au microscope une lame de pancréas de personnes non diabétiques et une lame de pancréas de personnes diabétiques de type 1. Je vous ai mis à côté donc les deux photos. L'individu ici sain, l'individu diabétique. Vous reconnaissez chez l'individu sain les fameux îlots de Langerhans que l'on a vu dans le chapitre précédent qui vont sécréter insuline glucagon. Et on voit que chez l'individu atteint de diabète de type 1, ces îlots de Langerhans ont disparu. Donc il est dépourvu d'îlots de Langerhans fonctionnels. D'autre part, vous irez voir donc votre livre à la page 150. On constate sur le document de la page 150 que les îlots de Langerhans chez un individu diabétique, en orange ici sur la figure, ont une masse beaucoup plus faible que chez l'individu sain, et on constate que les cellules bêta ont disparu chez l'individu diabétique de type 1. Les cellules alpha ont légèrement diminué. Sur le document 2 de la page 151, vous aviez ici un îlot de Langerhans au départ donc, qui est complet. Et ensuite, eh bien, on voit que cet îlot de Langerhans progressivement est envahi par des cellules immunitaires, des lymphocytes, qui s'infiltrent dans les îlots, c'est les petits points que vous voyez ici, à 10 semaines, à 20 semaines, à 30 semaines. Si vous avez déjà vu votre cours d'immuno, vous comprendrez que c'est les lymphocytes, entre autres les lymphocytes T, vont pouvoir donc détruire ces cellules des îlots de Langerhans. Et au bout de 50 semaines, lorsque le diabète est déclaré, on voit que toutes les cellules bêta des îlots de Langerhans qui étaient situées au centre des îlots sont détruites. Or, il s'agit des cellules qui sécrétaient l'insuline. Et autour des îlots, il reste un petit peu moins de cellules alpha qui sont les cellules qui sécrètent le glucagon. Donc, le diabète de type 1 résulte donc de la perturbation de la régulation de la glycémie qui est provoquée par l'arrêt ou l'insuffisance de production d'insuline par les îlots de Langerhans, qui est elle-même due à une destruction des îlots de Langerhans, donc une destruction auto-immune par les cellules immunitaires. Alors maintenant, quelles sont les principales manifestations donc, du diabète de type 1? Reprenons à nouveau le document de la page 149, document 3. Ce diabète apparaît généralement chez un individu jeune, inférieur à 20 ans. Il survient brutalement, quelques jours à quelques semaines. Alors les premiers indices sont une miction fréquente, polyurie, donc l'individu a toujours envie de faire pipi, et dans le même temps une soif anormale, ce qu'on appelle une polydipsie. L'amaigrissement est rapide, mais l'individu a un appétit très développé. Il est fatigué, il présente des nausées, des vomissements, la vue qui se brouille. Et si l'on fait donc un dosage de la glycémie, eh bien, elle est très forte, supérieure à 4 grammes par litre. On peut, d'après nos connaissances, comprendre effectivement ces symptômes. Comme on vient de voir que chez un individu diabétique de type 1, les îlots de Langerhans sont détruits, il n'y a plus donc sécrétion d'insuline par les cellules bêta. Or, l'insuline sert à, permet aux cellules d'absorber le glucose, on l'a vu dans le chapitre précédent. Donc, les cellules n'absorbent plus de glucose sanguin. Donc, pour trouver leur énergie, elles vont dégrader des lipides et des protéines, ce qui va entraîner donc un amaigrissement. Or, la dégradation des lipides entraîne la libération de produits qu'on appelle des produits cétoniques, toxiques, qui peuvent donc entraîner un coma cétonique s'ils s'accumulent en quantité trop importante. Ce qui n'a rien à voir avec le coma diabétique qui survient si la glycémie chute trop rapidement après injection d'insuline.
Alors maintenant, quelles sont les causes, autrement dit, quel est le déterminisme du diabète de type 1? Si l'on regarde le tableau du document, donc de la page 152, on voit donc que dans la population générale, on a donc 0,4% d'individus diabétiques de type 1. Par contre, ce risque est multiplié par 10 si on a un père ou une mère atteint du diabète de type 1, par 60 si les deux parents sont atteints. D'autre part, on remarque également que dans le cas de jumeaux homozygotes diabétiques, autrement dit, ce sont des jumeaux qui ont exactement le même patrimoine génétique, donc qui proviennent du même œuf. Eh bien, si un des jumeaux est atteint de diabète de type 1, son frère aura 50% de risque de l'être aussi. Si ce jumeau diabétique possède les allèles DR3 et DR4, ce risque monte à 70%. Donc cela prouve que certains allèles donnent une prédisposition donc à être diabétique de type 1. Ce n'est pas valable à 100%, sinon un jumeau homozygote diabétique aurait son frère à 100% diabétique comme lui. Donc on va parler de prédisposition génétique. Alors à quoi est donc due cette prédisposition génétique? Eh bien, tout simplement, il s'avère que les allèles dont je vous ai parlé correspondent à des allèles codés donc par des gènes qui vont fabriquer des protéines de surface, donc à la surface des cellules. Ces protéines de surface appartiennent au système CMH, ou plus précisément aux molécules de surface HLA2, qui sont des molécules de reconnaissance cellulaire. Or, les cellules immunitaires qui circulent en permanence dans l'organisme contrôlent nos cellules et regardent si les cellules présentes dans notre organisme nous appartiennent. Or, en présence d'allèles particuliers, correspondant donc à des gènes particuliers, il y a plus de risques que les cellules immunitaires reconnaissent le système HLA comme étant étranger et donc s'attaquent à lui. Donc autrement dit, on vous montre ici que les allèles particuliers ici, comme DR3 ou DR4, eh bien, sont identifiés par le système immunitaire comme du non-soi et pourront donc être détruits. C'est la raison pour laquelle eh bien, certains allèles sont plus favorables que d'autres pour développer donc, un diabète de type 1. Hormis donc, la présence de ces allèles particuliers qui donnent une prédisposition génétique à développer ce type de diabète, il y a également des facteurs environnementaux. Effectivement, on a constaté que certaines infections virales, par exemple par un virus, un entérovirus qu'on appelle le Coxsackie-B4, pouvaient à plus ou moins long terme favoriser le développement donc, du diabète de type 1. Cet entérovirus, c'est un virus donc à ARN qui est responsable de plein de petites maladies, hépatite, méningite, grippe estivale, conjonctivite, rhume, péricardite, etc. Et qui va intégrer donc son génome dans les cellules qui l'infectent, mais la plupart du temps, les gènes restent dormants. Puis, des facteurs environnementaux, comme une infection ou un changement hormonal à la puberté, peuvent déclencher l'expression de ces gènes viraux dormants. Les protéines virales vont alors s'exprimer à la surface des cellules, comme par exemple celle des Idogangliones, et alors elles vont être repérées comme anormales par nos lymphocytes T qui vont alors les détruire. Ici, par exemple, sur la courbe, on a étudié donc l'évolution de la glycémie chez des souris qui ont été infectées ou non par ces fameux entérovirus. Et on constate que les souris qui ont été infectées ont, dans les jours qui suivent l'infection, une glycémie beaucoup plus élevée que celles qui n'ont pas été infectées. 80 jours après l'infection, eh bien, cette glycémie est toujours élevée pour 2% d'entre elles. Et c'est ce que l'on voit également sur la figure de droite. Eh bien, on a 5 souris infectées par le virus, et parmi elles, il y en a une dont la glycémie va rester élevée. Donc, cette souris qui a une glycémie élevée, ça veut dire qu'elle ne peut plus réguler sa glycémie correctement,
Donc probablement ces îlots de Langerhans ont été détruits, et tout simplement parce que le système immunitaire de la souris a reconnu ces îlots comme étrangers suite à l'expression du virus sur la surface des cellules de ces îlots. Alors, hormis donc les virus, il y a plein d'autres causes qui peuvent probablement donc déclencher le diabète de type 1, je vous en ai marqué certaines. Une inflammation récurrente, une alimentation infantile avec du lait de vache de façon donc, précoce peut également plus tard éventuellement déclencher un diabète de type 1. Une augmentation de l'hygiène diminuerait également le nombre de maladies infantiles. Donc les enfants seraient moins malades durant la petite enfance, mais plus tard, cela entraînerait une augmentation des maladies auto-immunes et des allergies. Un bébé qui prendrait trop de poids pendant la grossesse aurait peut-être plus de risques d'être plus tard diabétique de type 1, etc., etc. Donc tous ces exemples sont des facteurs déclencheurs, mais on peut très bien avoir donc certains de ces facteurs et ne jamais avoir un jour un diabète de type 1. Et inversement, on peut avoir un diabète de type 1 sans pour autant avoir donc, ces facteurs déclencheurs. Donc en deuxième partie, la semaine prochaine, nous verrons donc cette fois-ci le diabète de type 2.